Pour moi, la technologie, c'est comme un marteau. C'est pas ça le but. Le but, c'est d'innover, c'est d'avancer, de se préparer au futur, c'est de pas avoir oublié quelque chose qui fait en sorte que la moitié de nos revenus tombent du jour au lendemain. Alors, bienvenue à Meilleur humain, meilleur monde, un podcast où on rencontre des entrepreneurs visionnaires du Québec, des leaders, des innovateurs. Si vous aimez ce que vous voyez aujourd'hui, on vous invite à nous laisser un pouce en l'air sur la présente vidéo et par la même occasion, pourquoi pas vous abonner à notre chaîne du même nom sur YouTube, Meilleur humain, meilleur monde. On y dépose de nouveaux épisodes à toutes les semaines, donc des nouveaux entretiens avec des entrepreneurs québécois. On a la chance aujourd'hui d'avoir avec nous Martin Hainaut. Martin, bienvenue sur notre plateau, si je peux m'exprimer ainsi. Également, Merci. également avec nous Normand Chadwick, mon associé. Et Salut. je suis Tristan Laliberté. Normand et moi sommes tous deux du cabinet de services financiers Diversico Finances Humaines. Bienvenue, messieurs. Martin, merci beaucoup d'avoir accepté de nous rencontrer. On peut s'imaginer en lisant ta bio que tu as un horaire extrêmement chargé. Et donc, de nous faire une petite place comme ça pour la prochaine heure, vraiment, on l'apprécie grandement et on espère que tu vas passer du bon temps en notre compagnie en même temps. Ça fait plaisir. Merci de l'invitation. Martin, on va commencer par faire ta bio et ça prend quand même quelques instants à lire. Tu as tout un parcours. Je vais la lire telle quelle, fait que vous allez me voir regarder l'écran de gauche. Alors, Martin, tu es reconnu comme étant un bâtisseur, avant-gardiste de nouvelles industries, nouvelles technologies également. Tu es actuellement directeur général par intérim de district, zone d'innovation quantique, ainsi qu'entrepreneur en résidence en chef au Centec, qui est un des 10 meilleurs incubateurs d'entreprises mondialement. Tu y accompagnes des entrepreneurs à bâtir des entreprises structurées solidement, tant sur le plan financier que sur le plan humain. Tu as été COO de Félix et Paul Studios, studio de divertissement immersif, primé au Emmy notamment. Et notamment, vous avez collaboré là, sur le premier projet mondial de captation en réalité virtuelle à la Station spatiale internationale. Tu as été également COO de C2 Montréal et CEO Asie-Pacifique de C2 International jusqu'en 2018. Tu as collaboré avec plusieurs leaders influents, Chelsea Clinton, James Cameron, Richard Branson, Snoop Dogg, Steve Wozniak et j'en passe, dans le cadre de différentes opportunités dans ta carrière à travers les divers continents sur cette planète. Et si on remonte au tout début, en fait, de ta carrière d'entrepreneur, dans le fond, de ton parcours d'entrepreneur, ta première compagnie, c'était, tu as été le cofondateur et CEO d'Intellytics, première compagnie au monde à utiliser la technologie RFID pour le contrôle d'accès et le paiement lors de grands événements. Et c'est quelque chose que vous avez déployé là, à travers le monde dans les grands festivals. Fait que c'est tout, c'est juste ça. C'est un petit as. En fait, il te manque à peu près 10 ans d'histoire parce que ma première compagnie était 10 ans avant ce moment-là en télécommunication puis en réseautique. Donc, oui, ça fait 20 ans que j'ai parti ma première compagnie maintenant. Excellent, excellent. Puis également, on ne peut pas passer à côté de mentionner ton implication sociale. Depuis 15 ans, tu es impliqué à amener des changements en santé mentale. Tu es le président du CA de l'organisme Relief, qui s'ouvre sur comment la dépression et l'anxiété font partie là, ont fait partie de ta vie et ta carrière et comment ça peut faire partie de la vie et de la carrière des gens. On va toucher ça là, également là, dans le cours de l'entrevue. Alors, tout un parcours, par où commencer? Parle-nous peut-être, du moins dans la bio que tu nous avais fournie au départ, celle qui date de 2009 en montant. Parle-nous de cette entreprise-là qui semble avoir été tout un décollage pour ta carrière, celle de 2009, là, Intellytics. Comment cette idée-là, elle est née et comment elle a fleuri et comment elle fait partie de ta vie là, aujourd'hui?
Ouais, je pense que comme toute idée d'entrepreneur, ça devient un besoin que tu as, quelque chose que tu n'arrives pas nécessairement à trouver de solution et que tu te dis ça peut être amélioré. Puis moi, avant ça, j'ai fait partie de l'équipe qui a lancé la billetterie Ticket Pro au Canada. Puis j'ai travaillé beaucoup en billetterie et en production de spectacles à travers les années. Puis je voyais constamment un problème, en fait plusieurs problèmes. Un des problèmes était qu'à l'entrée, bien qu'on essayait de scanner les billets, ben, s'il pleuvait puis que le monde avait imprimé leurs billets eux-mêmes, ben, l'encre sur les billets coulait, c'est que tu ne pouvais pas scanner. Si tu essayais réellement d'avoir de contrôle, ben, tu avais tout le temps du monde de sécurité qui te payait différents salaires dépendant t'es où dans le monde, différents niveaux de compétences, qui faisaient en sorte que souvent en événementiel, on pesait les billets pour savoir combien de stubs il y a. Un stub pèse 2 grammes, donc si on a 3 kilos de stubs, on doit à peu près tellement de billets. Et aussi, en termes de paiement, je comprenais pas pourquoi qu'on n'arrivait pas à changer un peu les façons de faire en paiement. Puis, mais le contrôle d'accès était pour moi la première réflexion parce que je considérais que justement, si tu veux réellement amener l'expérience à un autre niveau des gens qui vont dans un événement, mais il faut que tu saches qui est là. Parce que même si on se dit oui, mais il y a quelqu'un qui a acheté le billet ou mais la personne a acheté 4 billets, c'est peut-être que la personne n'y va même pas parce qu'elle le donne à ses enfants. Donc, qui est venu à l'événement? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils ont besoin? C'était souvent dans les réflexions. Puis je disais à l'époque que j'avais l'impression que c'était plus gérer une ferme, que tu as des animaux qui s'en vont dans une direction, mais tu sais pas si c'est une vache, si c'est un cheval, c'est comme t'as aucune idée c'est quoi qui se passe. T'es aveugle complètement de ça. Puis tu essaies d'organiser un événement pour 50, 100, 150 000 personnes. C'est que dans ma tête, il devait y avoir une meilleure façon de gérer ça. Hmm. Fait que ce qu'on voit dans ton parcours, c'est énormément d'appétit pour la technologie, l'innovation. On ne peut pas passer à côté de parler d'innovation. Comment, comment ça se fait que c'est un peu cette voie-là là, qui t'a attiré? Euh, Souvent, le monde me pose la question sur qu'est-ce qui m'a attiré vers mon parcours, puis sincèrement, je le sais pas. Je pense que c'est un mélange de hasard et de prendre des risques, mais j'ai pas été à l'université, j'ai lâché l'école après avoir fait une technique en informatique. J'avais ma accompagné à ce moment-là déjà. Je suis dyslexique, je vis avec l'anxiété et dépression chronique. À ce moment-là, c'était pas géré du tout. Je savais même pas que je vivais avec ça. Je savais juste que j'avais les conséquences de ça sans savoir c'est quoi qui les causait. C'est que de fil en aiguille, je pense que je me suis laissé porter par des opportunités et par des idées. Puis, si on m'avait dit, justement, même, quand on parle d'Intellytix, que un an après avoir eu cette idée-là, que les 4 plus gros festivals au monde allaient utiliser la technologie de Coachella, Bonnaroo, Lollapalooza, Tomorrowland, Austin City Limits, les clients avec qui je travaillais sont empilés d'un jeune qui était introverti, qui avait peur de parler en public, puis qui vomissait à l'idée de parler on stage. Ça ne fitait pas. J'ai jamais fait le party, j'ai jamais tombé dans la drogue, j'ai jamais, ben, je bois très peu d'alcool. Pourquoi que j'ai tombé dans le milieu du spectacle, pourquoi j'ai tombé dans le milieu des grands festivals, pourquoi que j'étais un des seuls subs qui était dans ce milieu-là, dans certaines époques. Euh, c'est des questions que j'ai pas vraiment trouvé de réponse, mais avec le temps, ce que j'ai réalisé, c'est que justement, un mélange de ma dyslexie et ma façon de voir le monde amène une vision un peu hors du commun, qui fait en sorte que je vois les problèmes différemment, j'assimile l'information différemment, c'est que ça me force, moi, à penser ce qui est considéré outside the box en certaines opportunités, ce qui est ma force en créativité. Tu sais, je peinture très mal, je chante encore moins bien, mais je suis capable de penser à faire les choses différemment dans le milieu des affaires d'une façon unique. Normand? Oui, Martin, écoute, tu me fais rigoler un peu, mais en même temps, j'imagine qu'à l'époque, quand tu vivais toutes ces émotions-là, tu gérais peut-être ça d'une façon différente, mais justement, ce que j'ai aimé dans ce que tu viens de dire, c'est que tu as pris tes différences, puis peut-être sans le savoir, tu les as transformées en quelque chose d'extrêmement puissant, quelque chose d'extrêmement productif, qui a créé de la valeur définitivement pour tes clients, les gens, mais pour toi aussi, là. Deux choses. Comment tu as vécu ça à cette époque-là, d'être un peu porté sur la sellette?
Puis, est-ce que tu trouves aujourd'hui que les gens, justement, utilisent leur différence pour créer cette valeur-là, puis se distinguer plutôt que de penser que la différence, c'est quelque chose qui est pas de pas se conformer, là, finalement? Mais je pense que, sincèrement, j'ai 41 ans, j'ai perçu ma première compagnie à 16 ans. Sérieusement, il n'y a plus rien en commun entre l'entrepreneuriat maintenant qu'à cette époque-là. Là. Pour les qui était là à ce moment-là, ça n'existait pas des entrepreneurs hors du milieu de la construction. Là. Et quand tu allais à voir ta banque en disant je veux un prêt pour bâtir mon entreprise, ils te demandaient quelle machine tu voulais acheter. Quand tu leur parlais de logiciel, il sortait de la pièce simplement. Fait que, disons que c'était pas le même contexte. Puis moi, comme personne, j'étais pas la même personne. Tu sais. Maintenant, je suis capable de nommer les choses, je suis capable de dire aux gens ce que je m'attends d'eux, je suis capable de leur demander ce qu'ils attendent de moi, je suis capable de nommer les émotions que je vis, je suis capable de le dire quand j'ai des pensées suicidaires, je suis capable de le dire quand je vis des émotions hautes ou basses. À ce moment-là, je gardais ça pour moi. C'est que je venais beaucoup plus agressif, beaucoup plus introverti. Je snappais avec les gens très facilement parce qu'ils me comprenaient pas. Dans ma tête, les choses étaient claires, mais comme j'ai communiqué mal, puis que je demandais pas aux gens qui ne communiquaient pas, c'est fait en sorte que le contexte de la personne que je suis aujourd'hui est très différent de la personne que j'ai été à travers les années en bâtissant ça. Puis j'ai fait des méchantes gaffes comme tout entrepreneur, mais j'en ai fait que je vis mal encore avec aujourd'hui, autant sur la façon de gérer les gens, que les burn-out, les créer, que la pression que j'ai pu mettre sur des employés. Tu sais, Intellytix, autant que c'est une compagnie qui est extraordinaire, autant que j'ai gagné un paquet de prix à l'international, j'ai été invité au Met Gala, j'ai été invité au Emmy, j'ai été invité partout, mais j'ai aussi brûlé du monde qui arrive à peine à travailler depuis ce temps-là, tellement que cette aventure-là les a démolis. Puis c'est souvent le côté d'entrepreneuriat qu'on parle moins, c'est justement le coût que ça l'a amené les succès qu'on veut. Parce que quand un entrepreneur me dit « je veux réussir à grandir pour que dans un an, j'ai 200 employés », je l'ai vécu. Tu veux pas ça. Si tu veux ça, assure-toi que tu avertis ton conjointe que c'est fini votre relation, que tes amis, que tu n'en auras plus, puis that's it. Si tu as des enfants, dis-leur que tu vas les voir une fois par mois, parce que c'est ça la réalité, puis le coût de bâtir une entreprise. Puis je pense que ce genre de réalité-là, ce genre de réflexion-là, on les a moins, puis on célèbre la fausseté qui est le rêve du Silicon Valley de devenir quadrillionnaire, je sais plus c'est quoi les termes d'argent aussi haut que tu vas aller chercher, là, pour pouvoir pas juste aller sur Mars, mais t'acheter Mars. Là, mais ça, c'est pas ça la réalité entrepreneuriale. Au Canada, on a une économie de PME, on a une économie dans laquelle c'est une anomalie les très grandes entreprises et la beauté que ça peut avoir, une entreprise à taille plus humaine, peut être plus rentable, peut être plus payante, mais surtout peut te permettre d'avoir une vie beaucoup plus comblée. Puis je pense que c'est ce genre de réflexion-là. Je vais pas répondre à ta deuxième question encore, mais pour la première, c'est ce genre de réflexion-là qui m'habite beaucoup aussi Hmm. ces temps-ci. Hmm. Est-ce qu'à 41 ans, Martin, tu as réussi à trouver l'équilibre? Tu sais, tu parles beaucoup du déséquilibre potentiel, les coûts de se partir en affaires, coûts sur la famille, coûts sur la santé, coûts sur l'équilibre de vie, finalement. Est-ce qu'aujourd'hui, tu y es arrivé? Là, je suis beaucoup moins mauvais que j'étais à le faire, mais je dirais pas que je suis bon à le faire. Je pense que c'est un challenge qui vient aussi avec un paquet de choses. Tu sais, même mon état de santé mentale, je ne peux pas penser ne pas avoir des défis régulièrement dans ma vie. Tu sais. Ce que je fais beaucoup quotidiennement, c'est résoudre des crises. Le nombre de crises par jour, souvent que je résous, vraiment le nombre de crises par vie que certaines personnes vivent. Là. Et pendant longtemps, j'essayais de m'éloigner de ça en disant que c'est ça qui me rend malheureux. Mais la réalité, c'est que j'ai besoin d'avoir un minimum de cette pression-là pour être bien mentalement. Parce que sinon, je dépéris dans la dépression d'un bord ou de l'autre, de trouver le bon équilibre. C'est sûr, je veux plus travailler 90 heures semaine, mais travailler 30 heures semaine non plus n'est pas mieux. Pour moi, le bon mix, c'est entre 40 50 heures semaine, généralement, que je dois viser. Je dois protéger la majorité, pardon, pas la moitié, la majorité de mes week-ends. J'essaie de ne pas travailler. Quand je le fais, je m'assure que je ne le fais pas le week-end souvent. Je limite à 1 ou 2 soirées par semaine, les soirs que je fais quelque chose en lien avec le travail. Je suis obligé de me mettre des règles très strictes pour me contrôler, mais sans être trop strict non plus.
Je sais que Normand, tu as une autre question, mais j'en ai une qui me brûle les lèvres. Tu as Vas-y, mentionné vas-y. tantôt que tu dis tu regrettes quand même, tu as l'impression d'avoir brûlé du monde à travers le parcours, justement, probablement avec des surcharges, puis du travail, trop de nombreuses heures par semaine, etc., etc. Qu'est-ce que tu as appris de ça que tu aimerais repartager à d'autres entrepreneurs qui ont des idées de grandeur, mais qui forcément ne voudraient pas faire ça au détriment d'un paquet de personnes, là, comme tu le décris? Qu'est-ce que tu aurais comme conseil à donner? Mais, premièrement, juste comprendre que, essayer de ne pas le sacrer en me disant, mais personne ne vous comprend. C'est que, en ce moment, souvent, quand un entrepreneur a des idées de grandeur, ils sont tout seuls dans leur monde, puis parce qu'ils sont tout seuls dans leur monde, ils veulent prouver à tout le monde qu'ils ont raison, mais c'est pas ça la solution, hein. C'est d'amener le monde avec soi-même dans ces idées de grandeur-là. Puis le langage, tu sais, moi, étant dyslexique, ayant un trouble d'attention, étant hyperactif, comme je le sais que quand je communique l'information, il y a des moments dans lesquels le monde ne me comprenne pas. Mais j'ai pris le réflexe de demander au monde qu'est-ce que tu as compris de qu'est-ce que je viens de te dire pour être sûr qu'il semble que je veux le comprendre puis que je veux m'assurer de le savoir. Je m'assure aussi de dire aux gens que je vais toujours être direct et transparent avec eux, mais que je m'attends à la même chose d'eux. C'est que si quelque chose va pas bien, je vais leur dire, mais je veux que les autres me le disent aussi. Je fais en sorte que je peux capter l'information de qu'est-ce qui se passe réellement, puis être capable de nommer des choses difficiles qui doivent être nommées. Toute entreprise dans laquelle quelqu'un, qui est souvent malheureusement un homme blanc, est dans une position de pouvoir, il y a toujours un vacuum dans lequel les femmes ou les gens plus jeunes ou qui, peu importe d'où qu'ils viennent sur Terre, vont toujours se sentir désavantagés puis pas avoir la même capacité à amener leur point de vue. C'est que si l'entrepreneur qui a une vision de grandeur prend pas, surtout si c'est un homme blanc, prend pas le temps de vraiment aller creuser pour l'information, mais rapidement, il se convainc, lui ou elle se convainc que tout le monde les suit, même si c'est pas vrai, puis ils s'en vont le plus Mhm. vite possible dans un mur. Normand? Un peu, ben, c'est un peu dans la même veine que Tristan. À partir du moment où tu te rends compte là, que tu as pu écorcher des personnes dans le parcours, est-ce que comment tu fais pour rétablir soit la confiance ou rétablir ton équilibre à toi? Tu fais des amendes honorables, tu vas t'excuser ou c'est quoi ton processus rendu là pour, euh, Ouais. pour, pour guérir de ça finalement? Je dirais ça, c'est plus une question pour un psychologue. Je n'en suis pas un. Euh, mais je pense que c'est un parcours personnel de chacun. Tu sais, il y a certaines personnes que d'aller les ressortir en disant je m'excuse parce que je l'ai fait il y a 15 ans, tu leur refais vivre un traumatisme, ils sont allés en thérapie pendant 10 ans pour oublier. C'est que, tu sais, faut pas que tu imposes aux autres ce que toi tu as besoin aussi. Mais quand tu travailles avec des gens ou que des gens régulièrement avec toi, clairement, tu devrais t'excuser, puis tu devrais leur demander qu'est-ce qu'ils en pensent, puis leur montrer que c'est une réelle volonté, que c'est pas juste un coup de marketing que tu essaies de leur dire, viens-t'en, on va leur dire, mais bien que tu as une réelle volonté à vouloir les entendre puis à faire différemment. Puis, tu sais, j'ai écrit un post sur LinkedIn vendredi en lien avec la journée de la femme qui parle justement du fait que je suis vraiment à bout d'entendre des histoires de femmes en entreprise qu'un homme blanc, la majorité des temps, qui sont dans une position d'autorité, puis qui se font dire des conneries quotidiennement, qui vivent du harcèlement, mais qui n'est pas considéré du harcèlement selon la loi, parce que c'est trop light, parce qu'ils vont juste pleurer chez eux chaque soir, c'est que c'est pas illégal selon la loi. Mais j'ai eu 80% du monde qui ont liké le post sont des femmes, puis comme 85% du monde qui ont mis un commentaire, c'est des femmes. Et après ça, les hommes se demandent pourquoi que les femmes sentent qu'ils écoutent pas. Mais c'est sûr que si à chaque fois il y a une communication sur le fait qu'un homme fait peut-être quelque chose de pas correct, ben, le monde se met la tête dans le sable. C'est dur pour le monde d'y croire. Là, je donne un exemple par rapport aux femmes, mais en général, c'est ça. Il faut que tes actions montrent réellement ton intention d'amener un changement et non juste que ça semble être un coup de marketing, que tu parles de quelque chose qui est en vogue. Mhm. Quand on faisait ta bio tantôt, Martin, tu as touché à l'industrie des festivals, l'industrie du cinéma, à quelque part. Du moins, tu vois le nom de James Cameron passer, la captation dans l'espace. Euh,
tout ça, ça nous porte à croire que tu es quelqu'un de très créatif. Est-ce que toutes ces idées-là viennent de toi ou tu t'es entouré d'autres gens tout aussi créatifs? C'est quoi tes grandes forces, en gros? C'est ça la question derrière ma question. Je pense que c'est de forcer le monde à dire ce qu'ils pensent réellement, puis d'essayer d'élever les gens plus haut qui peuvent penser à aller en leur donnant la confiance de leurs idées. Mais aussi, c'est de forcer le monde à penser différemment. Je pense que c'est, pour revenir à une question tantôt de Normand, c'est un des gros problèmes que je vois arriver dans la société, dans le monde des affaires en ce moment, surtout en lien avec la technologie. Je suis directeur général de la zone d'innovation quantique par intérim. Euh, Si je demandais à n'importe qui dans la rue c'est quoi le quantique, il parlerait comme mon père dit que c'est les quantiques de Noël, mais ça n'a pas vraiment rapport avec ça. Euh, c'est vraiment une technologie que personne ne peut comprendre s'ils n'ont pas fait 25 ans d'études là-dedans. Puis même un physicien qui n'est pas un physicien quantique ne comprend rien du quantique. C'est littéralement un domaine que Einstein a regardé puis a dit je m'embarque pas là-dedans. C'est que, tu sais, c'était la cause que bien du monde n'ont pas regardé. Parce qu'on dit si Einstein n'a pas compris ça, pas sûr que ça me tente de m'embarquer là-dedans. Mais là, c'est en train de devenir une réalité. Les ordinateurs existent réellement. La télécommunication de données qui permet de téléporter des données sur une ligne de fibre optique, ça se fait déjà. Puis oui, téléporter et non transporter. Hein, le quantique, c'est un autre domaine de la physique qui explique presque tout ce qui existe sur Terre, que ça soit sur une feuille qui tombe d'un arbre, que ça soit sur le fait de toucher un objet ou comment que tout interagit ensemble. C'est d'une simplicité extrême et d'une complexité inhumaine à comprendre. Mais cette technologie-là va permettre d'amplifier de façon exponentielle les capacités des ordinateurs, mais pas juste des ordinateurs, de presque tout en technologie. C'est penser à analyser tout ce qui se passe, autant de la météo que dans les nouvelles à travers le Canada en temps réel et d'être capable de dire en temps réel qu'est-ce qui devrait être fait à chaque seconde près. Ou de dire mondialement, on veut avoir 100% d'informations à chaque pied carré, c'est quoi la météo mondialement, quoi la température de l'eau de chaque pied carré au mètre carré qu'il y a dans l'océan. C'est le genre de quantité d'informations que le conseil va permettre à supporter. Puis de l'autre bord, tu as bien les entrepreneurs au Québec qui se disent, j'ai-tu vraiment besoin d'un site web? Ce disconnect-là qui commence à grandir, fait en sorte que les compagnies sont de moins en moins aptes à faire face à ce qui s'en vient à l'innovation, puis ils ont besoin de changer leur mentalité, puis ça part autant par les entrepreneurs que les travailleurs, c'est d'arrêter de se dire « Ah, mais j'ai fait un changement, c'est que c'est fini. Ah, j'ai adopté cette nouvelle technologie-là, c'est fini. » Non, on rentre dans une ère de changement continuel, perpétuel, dans lequel il faut être ouvert à ce changement-là. Il faut toujours vouloir apprendre de nouvelles idées. Il faut lâcher l'idée que l'école, l'université, c'est là qu'on finit d'apprendre, mais bien que c'est le début de notre apprentissage. Puis vraiment accélérer notre façon de penser si on veut vraiment être capable de suivre vers où l'innovation nous amène. Normand? Oui, ben écoute, dans cette veine-là, Martin, il y a les entrepreneurs, il y a les utilisateurs ou les consommateurs ultimes de la technologie, mais tu as aussi les gouvernements, là. Puis, c'est quoi ta vision par rapport à comment eux s'adaptent ou qu'est-ce qu'ils devraient faire ou réglementer, pas réglementer? Je veux dire, ça va tellement vite, comme tu viens de dire. Du changement, je pense que depuis l'industrialisation, il y en a toujours eu. C'est le rythme du changement qui s'accélère, puis les avancées qui sont vraiment spectaculaires. Mais à un moment donné, si le commun des mortels, qui est aussi un politicien, a de la misère à comprendre et à suivre, comment nos gouvernements peuvent s'adapter, là, puis rendre un service qui est je dirais, qui est possible pour tout le monde, là, finalement. Mais moi, je pense qu'il y a des grands pas qui sont faits. Tu sais, la dernière fois que j'étais allé sur les sites du gouvernement, ils me demandaient plus d'avoir Internet Explorer. C'est que non, mais blague à part. On est sauvés. Dans le système de la santé. Puis, non, mais d'un côté, j'applaudis même ce que le gouvernement actuel au Québec a fait avec la création des zones d'innovation, parce qu'en quantique, mondialement, le Québec est présentement dans une position de leadership.
C'est qu'on est dans les endroits au monde qui ont le plus réussi à arrimer recherche avec les entreprises. C'est à la zone, on va ouvrir, on est ouvert, on continue à ouvrir par section un espace de plus de 30 000 pieds carrés dans lequel on va même fabriquer des ordinateurs quantiques de l'entreprise Pascal France, qui est une compagnie de France, qui a eu un prix Nobel de la science en 2023 sur cette technologie-là qu'ils développent. Donc, on parle quand même de quelque chose qui est hyper à l'avant-garde. On a plusieurs compagnies locales comme Nord Quantique, qui est un leader aussi dans le domaine quantique, qui va être basé là, avec un laboratoire qui donne accès à toute l'infrastructure nécessaire. Mais ça a pris une vision incroyable des gouvernements pour que ça arrive, parce que presque tout le financement qui vient pour avoir créé ça vient du gouvernement du Québec et un peu du gouvernement fédéral. Donc, il y a quand même une vision à se dire qu'on doit continuer à se positionner comme société. Le problème qu'il y a, c'est que ça rentre pas dans l'appareil gouvernemental en tant que tel. T'sais, ils ont de la misère à suivre. Puis moi, faut que je fasse attention quand je dis ça, là, mais je crois plus dans notre forme de démocratie. J'ai l'impression que ça veut pas dire que je crois pas dans la démocratie. Je pense juste qu'on essaye de garder un concept des années 60-70 en vie avec notre structure actuelle dans un monde où il y a une nouvelle forme d'influenceurs qui existe d'extrême gauche, d'extrême droite, avec des décisions qui prennent trop de temps à pouvoir être prises, puis un gouvernement dans lequel tu vises toujours sur les 4 prochaines années, c'est que tu prends jamais les décisions bonnes pour le long terme parce qu'il faut que tu sois réélu 4 ans plus tard. Je pense qu'il y a vraiment des questions fondamentales qu'on doit se poser comme société pour que les gouvernements continuent à fonctionner, parce que c'est à nous aussi, comme citoyens, de les aider à se poser ces questions-là. Puis, clairement, et même juste bâtir un pont ou changer un toit sur un stade, quand ça prend 30-40 ans avant d'être fait, mais c'est qu'il y a quelque chose de fondamentalement brisé. Et puis pourquoi? C'est que généralement, regardez le pont Champlain, il n'y avait pas le choix, le pont tombait à l'eau. C'est qu'il n'y avait plus de pont. Mais le pont Champlain à Montréal, ben, c'est pas l'administration actuelle qui l'a financé puis qui a eu l'idée, mais c'est l'administration actuelle qui était fière de dire wow, regardez ce qu'on a fait. Mais c'est ça qui fait peur aux partis politiques souvent, de savoir que leur bonne idée du moment va être célébrée par un autre parti, puis ils vont perdre de crédit, donc les votes, donc la capacité. Mais toutes ces réflexions-là, quand elles ont besoin d'être faites, si on veut réellement réussir à suivre, parce que les avancées qu'on voit en ce moment en intelligence artificielle, tu plugues l'intelligence artificielle dans le quantique dans 7-8 ans, là, je veux dire, c'est même pas descriptible en ce moment dans un langage compréhensible par un humain de comprendre à quel point ça avance vite. Puis juste de voir ChatGPT en un an, la vitesse que ça a avancé, quelqu'un qui a utilisé ChatGPT il y a un an pour ne l'a pas réessayé maintenant, ça n'a plus rien à voir, mais rien à voir. Puis ce que je vois, moi, dans les versions tests qui sont pas encore publiques de ChatGPT, on est encore ailleurs dans quelques mois de vers où ça s'en va. Et à un moment donné, ça va nous dépasser si on décide pas justement de prendre action, de prendre des lois en conséquence, d'encadrer le tout un minimum, puis de le faire dans une façon qui fait du sens. Ça veut pas dire de ralentir, parce que si on ralentit nous, la Russie, la Chine, bon, eux autres accélérer, puis même ces deux pays-là, il y en a un paquet d'autres, la Corée du Nord et autres, qui pourraient décider d'investir pendant que nous, on le fait pas, puis là, ça devient un risque de sécurité nationale. Mais il faut le faire en connaissance de cause, puis en ayant une stratégie qui fait du sens autour de tout ça. Martin, on s'adresse principalement là, à la PME du Québec. C'est ça là, qui est susceptible de s'intéresser à notre podcast aujourd'hui. Donc, c'est des hommes et femmes d'affaires, d'entreprises de 20 employés, 50 employés, 200 employés, autant services que manufacturiers. Ce que tu parlais, effectivement, ça donne le vertige. Comment on se prépare dans n'importe quel business à tous les niveaux à ces changements-là que tu décris? Mais tu sais, tu mets n'importe quel enfant dans une piscine sans lui apprendre à nager, c'est sûr qu'il va se noyer. Faut que tout le monde se dise, OK, je sais rien là-dessus, mais je vais commencer à m'éduquer, puis c'est pas grave que je sais rien en ce moment. Parce que c'est encore le temps de se dire, je vais prendre le temps de m'éduquer, je vais accompagner mes employés là-dedans. Ça va amener une valeur monétaire hallucinante pour les compagnies qui vont le faire. Parce que non, ils vont pas remplacer tous leurs employés par ChatGPT et des robots, mais ils vont être capables de prendre une productivité incroyable. Et même moi, en rédaction, je vais probablement couper 80%
temps que ça me prend à rédiger des textes et des présentations depuis la dernière année avec l'intelligence artificielle. Mais ce temps-là que je mets plus là-dessus, je peux faire de quoi de pas mal plus intéressant avec. Tu mets ça à grandeur d'une organisation, là, c'est très simple que je dis comme exemple, mais tu viens Tout à fait. gagner une productivité hallucinante. Ouais. Puis oui, personne n'a jamais le temps de faire ces choses-là, mais c'est souvent du temps que quand tu l'investis, tu te libères du temps. Puis c'est le fait de ne pas investir ce temps-là en éducation qui fait en sorte que c'est difficile. Puis même, l'Université d'Helsinki a lancé quelque chose qui s'appelle Elements of AI, qui est disponible dans je sais pas combien de langues, dont le français, qui est un cours en ligne à différents niveaux, qui est validé par l'université sur l'intelligence artificielle. Tout le monde devrait suivre ce cours-là. C'est un cours super bien monté, c'est simple, tu peux faire ça en tes temps libres. Au lieu d'être sur Instagram ou TikTok, tu prends une demi-heure par semaine pour faire ça, puis tu réussis à rentrer ça dans ton horaire et ça va t'amener une valeur dramatiquement plus forte dans ton entreprise. Je pense que c'est une question de ne pas avoir peur, de se dire c'est correct de ne pas connaître, c'est correct d'oser dire je ne le sais pas, je comprends rien là-dedans, mais d'arrêter de dire ça m'intéresse pas puis je serai pas capable de le comprendre de toute façon, ou je suis trop vieux, ou je suis trop vieille, ou je suis pas rendu là, ou moi de prendre ma retraite avant que ça m'affecte. Mais malheureusement, l'avancement de la technologie fait en sorte que le monde va vivre plus longtemps aussi. Fait que la retraite va être plate en maudit, désolé du langage, mais si on est toujours à se dire on comprend rien, on comprend rien, on comprend rien. Toi, Martin, tu as fait le choix d'arrêter l'école à 16 ans. Fait que je fais un peu un lien avec tout ce qu'on jase. 19 ans. 19 ans, OK, j'avais cru entendre 16 ans tantôt. J'ai parti mon Tu as entreprise à parti de 16 ans, mais business à 16 ans. c'est ça. D'accord. D'accord, d'accord. Alors, aujourd'hui, avec ce que tu viens de décrire, est-ce que même le système scolaire devrait être en train de s'adapter? Est-ce qu'on doit encore apprendre à nos enfants à écrire? Ou on leur apprend à dire à ChatGPT qu'est-ce qu'ils veulent dire? Ouais. Clairement, les enfants doivent rester à l'école. On voit les dommages que ça cause quand une population n'est pas éduquée aux États-Unis avec l'extrême Trump qui monte, puis c'est souvent lié au manque d'éducation par des communautés. Je ne dirais jamais qu'il faut arrêter d'éduquer les enfants. Cela dit, il faut arrêter d'éduquer les enfants de la façon qui n'est pas la bonne pour eux. C'est les tests de systémiser qu'on utilise. La personne qui les a inventés, à la fin de sa vie, a dit que c'est la pire gaffe que j'ai jamais faite. La façon qu'on éduque les enfants n'est pas la façon que les enfants savent apprendre. C'est juste apprendre le par cœur. Il y a une très petite minorité de personnes qui est capable d'apprendre par cœur puis s'en servir par la suite. Ils sont généralement médecins ou avocats. Il y a pas tant de métiers que ça qui nécessitent ça. Puis, généralement, les gens apprennent en pratiquant, en faisant et non en s'assoyant pendant des heures, en se faisant lire du texte devant eux ou présenter des choses devant eux. Les jeunes ont besoin de bouger. Moi, malheureusement, pourquoi l'école était dure, j'arrivais pas. Maintenant, j'ai trouvé des façons en visualisant l'information qui est capable de le faire, mais avant, je n'étais pas capable du tout d'entendre et d'écrire. C'est que si j'écrivais ce que j'entendais, ben, j'entendais plus, puis que là, je perdais le fil. C'est que rendu à l'université, j'ai fait 6 semaines, puis c'était pas une option de rester, là. Puis à l'époque, c'était pas inventé encore la dyslexie, là, donc c'était pas encore une cause pour avoir de l'aide. Mais, euh, mais cela dit, chaque enfant, chaque adulte a une façon différente d'apprendre. Chaque personne a une capacité d'apprendre qui est hallucinante, c'est fait de la bonne façon. Puis c'est sûr que quand tu mets un paquet de jeunes de différentes origines ensemble dans une classe, c'est quasiment impossible de réussir à trouver la bonne méthode pour tout le monde. Mais je pense qu'il y a des façons plus intéressantes de le faire. J'ai été tellement touché quand j'ai visité le Green School à Bali, qui est rendu dans quelques autres pays maintenant, qui est une école dans laquelle les enfants apprennent les mathématiques à bâtir des huttes, puis à avoir à faire les calculs pour les charges et pour les poids. Ils apprennent le commerce en ayant à bâtir pour pour les agriculteurs locaux des petites entreprises, puis les aider à maximiser leur chiffre d'affaires en faisant ça. Ils apprennent vraiment en action. Puis les jeunes qui sortent de là-bas,
notre équivalent de secondaire 6, parce qu'on suit le système américain d'une année de plus au secondaire. Ils rentrent à Harvard, ils rentrent à Stanford, ils rentrent dans les plus grandes universités américaines. Puis ils n'ont pas appris de la même façon qu'on apprend à l'école, mais ils réussissent quand même à se qualifier pour ce genre d'université-là. Ben, ça veut dire que peut-être qu'il y a une autre façon de faire apprendre les choses qui permet aussi à tout le monde d'apprendre, puis d'une façon un peu plus proche de la réalité. Je suis intéressé à revenir à la question précédente où est-ce que tu disais, mettons, première affaire qu'on peut faire comme petite PME au Québec. Tu sais, commence par peut-être faire rédiger tes textes en grande partie. Là, on écrit 156 courriels par personne par demi-heure ou à peu près. Déjà là, tu vas sauver un paquet de temps. Quoi d'autre que tu vois qui sont des petites applications d'apprendre à nager, si je reprends ton analogie, là, tu sais, comme on est néophyte, on l'accepte, mais commençons par apprendre à faire l'étoile de mer, là. Tu sais, c'est quoi le next step? Mais vraiment, c'est de se faire accompagner. Si on ne le sait pas nous-mêmes, il y a quand même beaucoup de ressources offertes par les gouvernements du Québec pour les entrepreneurs qui désirent réellement avoir de l'aide pour amener leurs connaissances technologiques plus élevées. C'est important de s'en servir. Deuxièmement, écouter des podcasts sur le sujet, lire des livres sur le sujet, de commencer à s'éduquer des choses qu'on comprend pas initialement. Mais quand on apprend quelque chose, au début, rien fait du sens. Puis tranquillement, à mesure qu'on l'apprend, ben les choses commencent à faire plus de sens. Puis 6 mois plus tard, on revient en arrière, puis on comprend pas qu'on comprenait pas. Mais c'est un processus normal du cerveau humain quand tu apprends des nouvelles connaissances. C'est d'oser lire des choses qui font pas de sens, d'oser poser des questions que les réponses font pas de sens au départ, mais continuer à les poser jusqu'à temps qu'ils fassent du sens pour être capable de s'aider. Je parlais du quantique, c'est pas là-dessus que je recommanderais naturellement aux enfants présentement de s'intéresser, mais juste de lire sur l'intelligence artificielle, juste de comprendre c'est quoi les optimisations qui sont possibles, juste d'oser se demander est-ce que la structure de mon entreprise fait encore du sens aujourd'hui? Est-ce que les tâches que je leur fais faire font du sens? Si vous êtes encore en train d'écrire des courriels à l'interne tout le temps, regardez pour une application comme Teams ou Slack qui permet justement de baisser énormément la quantité d'informations internes qui est partagée. Trouvez des petits trucs tranquillement qui vous permettent d'être un peu plus à l'ère digitale. Puis regardez concrètement, pas qu'est-ce que vous pensez que vos clients ont besoin, mais faites des sondages à vos clients sur ce qu'eux aimeraient avoir comme approche, pas juste technologique, mais juste humaine. Quand ils travaillent avec vous, qu'est-ce qu'ils aimeraient dans un monde idéal voir? Est-ce qu'ils veulent même vous parler? Est-ce qu'ils veulent même aller sur un site web? Est-ce qu'ils sont attachés au fax parce qu'ils l'ont toujours fait de même? Ou parce que il y a une raison réelle technique pourquoi il n'y a pas d'autre solution? Mais tu sais, en posant les questions assez intéressantes, ce que le monde a à nous dire, puis à nous amener tranquillement, on commence à avoir des idées, puis c'est là qu'on commence à pouvoir créer des processus qui optimisent énormément nos dépenses et qui génèrent surtout énormément de revenus. Parce que les nouvelles technologies, on parle souvent de couper les dépenses, mais moi je le vois à l'inverse, ça peut générer une fortune en nouveaux revenus si on prend le temps de s'y intéresser. Avant de prendre la question de Normand, tu as mentionné de commencer à écouter des podcasts. Est-ce que tu as quelques recommandations qu'on pourrait partager de podcasts intéressants sur le sujet qui permettent d'apprendre à faire les premiers pas puis sauter dans la piscine? Ben, je vais répondre de façon curieuse, mais il y a un livre qui s'appelle The Mom Test, comme le test de la maman, qui est en vente pour les entrepreneurs, qui explique c'est quoi la base de la vente d'une entreprise. Pour moi, c'est généralement là que le problème est en premier, c'est que les entrepreneurs oublient comment vendre parce qu'ils l'ont fait d'une façon pendant très longtemps, puis ils oublient de se questionner sur cette façon-là. Généralement, quand on questionne nos processus de vente, il y a plein d'autres choses qui commencent à ressortir et on réussit à trouver des nouvelles opportunités qui vont être plus excitantes. Si on commence à vraiment trop s'intéresser, c'est comme en santé mentale, essayer toutes les façons possibles de parler aux entrepreneurs, de dire c'est important, c'est important. Maintenant, ce que je dis, c'est si tu as des programmes d'invalidité, regarde combien ça te coûte. Puis imagine que tu peux couper cette dépense-là de moitié. Ça t'intéresse-tu ou pas? La vente est plus facile.
La vente est plus facile généralement que l'optimisation des dépenses. Puis c'est là que généralement ça devient plus excitant, puis ça amène le monde dans un meilleur mindset au départ. Pas dire qu'il faut pas s'intéresser à autre chose après, mais pour commencer, je dirais commencer plus par la vente. OK. Et est-ce qu'il y a un lien avec ça et les podcasts dont tu parlais là, autour d'un peu les premiers balbutiements de c'est quoi l'intelligence artificielle, puis tu sais, les. Je vais avouer, je suis pas un fan de podcast, c'est que je ne serais pas la bonne personne OK. à y répondre. C'est que pour moi, c'est vraiment tu sais, écouter un podcast. La raison que je suis pas fan de podcast, ça a le rapport avec ma dyslexie. C'est pas une question que je ne crois pas dans le médium. Mais je trouve que faire une recherche pour un livre ou pour un podcast ou pour une série télé ou pour quoi que ce soit, ça fait partie de l'apprentissage. Ça fait partie de l'intérêt qu'on va aller. Ça fait partie de trouver des éléments qui nous font un peu plus titiller puis qui nous amènent à être intéressés. Tu sais, dans chaque personne, on a des intérêts différents, puis on trouve généralement ces intérêts-là qu'on prend le temps de faire ces recherches-là. Super. Normand, tu avais une question? Oui, ben Martin, je dirais ton discours est teinté d'innovation, hein. Donc, quand tu parles d'apprentissage, quand tu parles de changer les processus, d'aller vers de nouvelles façons de faire, de questionner, est-ce que les entreprises, les entrepreneurs innovent assez au Québec? As-tu un point de vue là-dessus? Tous les chiffres sont clairs, la réponse est non. On est toujours dans les derniers au Canada, dans les rankings sur ça, depuis longtemps. Ça s'améliore, bien honnêtement. Les dernières années ont monté quand même une amélioration assez remarquable, mais on a encore énormément de chemin à faire. Tu sais, quand que je donne les 24 heures à l'école d'entrepreneurship de Beauce, qu'on s'est rencontré Normand, la moyenne technologique que j'entends là chez les entrepreneurs est excessivement basse. Puis pour moi, la technologie, c'est comme un marteau. C'est pas ça le but. Le but, c'est d'innover, c'est d'avancer, de se préparer au futur, c'est de pas avoir oublié quelque chose qui fait en sorte que la moitié de nos revenus tombent du jour au lendemain. Puis c'est de ça qu'on parle, là, c'est de s'intéresser aux besoins que ça permet de répondre, aux nouvelles solutions que ça amène à ces besoins-là, puis les technologies nécessaires, ça va venir naturellement à mesure qu'on réussit à identifier les solutions, hein. Moi, l'erreur, c'est trop d'obséder sur les technologies pour réussir à innover. Puis, si on fait la même chose depuis longtemps, si on dit on l'a toujours fait de même, ça veut dire qu'il faut le changer. Si on dit que tout le monde nous a dit qu'il fallait le faire de même, puis qu'on ne sait pas pourquoi, c'est extrêmement urgent de le changer. Quand les gens sont rendus à juste le faire parce qu'ils ont une rumeur quelque part que c'est de même que l'entreprise le fait, tu peux optimiser ces dépenses-là de 50% facilement parce que justement, les personnes ne savent même plus pourquoi qu'ils le font, c'est que ça devient un automatisme, c'est qu'ils prennent même plus le temps de penser à comment innover. Puis là, on tombe dans une culture qui fait pas de sens. Ça, à l'inverse, on essaie de trop changer les processus chaque jour, chaque semaine. Là, on est à l'autre extrême. Mais si on prend une fois par mois, tout le monde prend un moment pour se dire, OK, dans mon quotidien, qu'est-ce que je fais que je sais pas pourquoi je le fais? Qu'est-ce que je fais parce qu'on m'a dit que c'était toujours été le même? Qu'est-ce que je fais qui pourrait être amélioré? Qu'est-ce que j'ai vu d'intéressant? Même si c'est juste une fois par mois, 1 heure, il y a énormément de valeur qui peut en sortir. Plus que de tenter de prétendre qu'on va le faire chaque jour pour au bout de 2 semaines. C'est un peu comme des résolutions de jour de l'an, là, comme tu commences l'année, puis 2 semaines plus tard, tu es rendu ailleurs, mais c'est mieux de commencer petit et bâtir là-dessus que d'essayer d'aller all-in du jour au lendemain. Dans ton parcours, on lisait tantôt, Martin, que tu accompagnes des entrepreneurs, que tu les aides autant sur le plan financier que humain. J'imagine qu'on pourrait même ajouter à ça le mot innovation d'une certaine manière, mais c'est quoi les 2, 3 premières questions clés que tu poses quand tu veux découvrir l'entrepreneur devant toi ou son entreprise qui vont déjà te donner un éclairci de ce que tu penses qui va être à travailler pour les aider à passer à un prochain niveau? Mais le monde va penser que je suis égocentrique et narcissique en disant ça, mais la première chose que je fais généralement, c'est de parler de moi. Puis la raison pourquoi je parle de moi, c'est que je leur parle que je vis avec l'anxiété et la dépression chronique, que je vis avec des pensées suicidaires qui viennent d'intervalles réguliers à travers ma vie, puis que c'est correct que j'en aie parce que j'en parle, puis c'est plus un risque, que j'ai eu des grands échecs en entrepreneuriat autant que des grands succès,
puis que la majorité de ce que vous allez lire en ligne sur moi est probablement pas vrai, simplement parce qu'il y a toujours une glorification des accomplissements de chaque personne qui est fait. C'est que ce que je m'attends, c'est qu'ils me disent qu'ils vivent, qu'ils ont comme enjeu, comme question, qui essayent pas de m'impressionner, qui essayent pas de s'impressionner eux-mêmes, qui sont capables de dire exactement qu'est-ce qu'ils ont besoin, puis moi je vais leur dire exactement ce que je vois. Puis je leur dis que clairement, j'aurais pas toujours raison. C'est pour ça, au Santec, je suis je gère l'équipe de coachs, mais on est 17 coachs au total. Puis pour moi, il y en a plusieurs là-dedans. On n'est jamais d'accord ensemble, puis c'est bien. Parce qu'on a une vision très différente, puis il faut une vision différente. Le jour que tous les coachs disent la même affaire, c'est là que ça devient un culte ou une secte que tout le monde fait dans une certaine façon. Fait que moi, le sens critique est important. C'est d'essayer de démonter justement plusieurs des idées préconçues qu'ils peuvent avoir, puis de leur montrer que c'est correct de s'ouvrir, puis de parler de qu'est-ce qu'on vit pour commencer d'avoir un échange productif. Parce que sans ça, c'est une perte de temps parce que tout le monde essaie de s'impressionner puis essaie de montrer qu'ils sont durs puis qu'ils sont capables de tout faire puis qu'ils ont de l'énergie pour pas manger puis pas dormir puis qu'ils sont aussi des robots puis qu'ils sont fiers de l'être. Très intéressant. Est-ce que dans ce que tu mentionnes là, fait que donc tu ouvres la table vraiment, moi ce que j'entends, il y a un mot qui me vient, c'est comme authenticité, peu, transparence, laisse faire le bien paraître, là, tu sais, puis dis-moi tout comment tu te sens puis tes vérités. Tout de suite d'entrée de jeu, tu parles de ton parcours, tu parles de tes échecs autant que de tes bons coups, puis de tous les défis personnels que tu as autour de la santé mentale. En quoi ça ouvre le chemin de la conversation? Ouais, ça permet aux gens de voir que c'est correct de parler justement de façon honnête, transparente, vulnérable, puis que c'est une force d'être vulnérable et non une faiblesse, puis que si la personne en avant d'eux le fait, ben que c'est correct pour eux aussi de le faire. On néglige souvent le pouvoir d'un stage ou le pouvoir d'autorité d'une personne en tête d'une société. C'est juste certains mots, je veux dire, le nombre de fois dans ma vie, série télé Silicon Valley, il y a quelques années, qui a fait un épisode autour de ça qui était très drôle, d'un CEO qui disait très brièvement quelque chose par rapport à un ours, mais qui parlait d'un ours qui était l'ours pour que le miel est dedans, puis en disant que l'ours est collant, puis que les employés ont amené le vrai ours pour le meeting en pensant que c'était ça qu'il voulait dire. Mais ça, comme ce genre d'information à moitié dit, que tu dis quand tu es on stage ou que tu es à la tête d'une entreprise, que le monde s'arrache les cheveux à comprendre c'est quoi, puis là, ils se mettent à faire des séances de brainstorm pour trouver qu'est-ce qu'ils pensent que tu penses et que tu dis. Mais si tu es capable de couper ça des conversations, puis d'être réellement capable d'être vulnérable, puis que quelqu'un dise je me sens pas bien, puis qu'une femme dit hey, you know what, mes hormones en ce moment avec ma menstruation, ça va vraiment pas, juste le goût de pleurer, c'est-tu correct, je fais une demi-journée, tu sais, ça devrait être normal, ça devrait pas être caché, ça devrait pas être des discussions qui sont inatteignables, mais quand tu mets la table pour ça, ben là, justement, ça fait en sorte que tu n'as plus d'ours qui apparaît dans un meeting. Et est-ce que ce que tu nous racontes là, c'est le reflet d'un peu ce que tu coaches, si on veut, tu disais que vous aviez 17 coachs, visiblement, toi, tu amènes entre la dimension de la santé mentale est clairement une force que tu amènes à la table, la dimension justement de se permettre d'être vulnérable, puis juste, garde, enlève les masques, là, puis on se dit la vérité. Est-ce que tu arrives à implanter une culture comme ça dans une entreprise? Est-ce que c'est un peu ça ton mandat actuellement, toi, parmi les 17 coachs? Mais mon rôle au Santec, je suis sur l'équipe de direction, je suis entrepreneur résidence en chef, c'est que c'est sûr, je suis un de ceux qui lead la création des programmes et des opérations, puis à District, ben, je suis le directeur général, donc c'est sûr, j'ai la charge de l'organisation et de tous les partenaires de l'organisation là-dessus. Ce que j'ai remarqué, c'est que il y a tellement un vent de fraîcheur quand les gens disent les vraies affaires puis nomment les vraies choses. Et au Santec, c'est une cause d'exclusion immédiate. Et on a 100 compagnies qu'on accompagne, 100 compagnies et plusieurs cofondateurs employés, c'est plusieurs centaines de personnes qui ont toutes des idées de compagnies différentes, souvent qui sont compétiteurs un de l'autre éventuellement, qui ont autant en haute technologie que médicale, plus les employés du Santec, plus tout le volet gouvernemental qui est autour de ça.
Puis pour moi, si quelqu'un fait de la microagression continuelle en faisant des jokes plates à des femmes ou à des hommes, peu importe c'est quoi, mais qui nécessite justement quelqu'un qui sent moins bien, c'est quelqu'un qui ose pas demander quelqu'un qui a besoin d'aide, c'est toutes des raisons pourquoi je veux sortir du monde ou que je dis au monde, je vais sortir de l'écosystème ou de l'entreprise. Parce que pour moi, il n'y a pas de valeur à ça. La valeur est vraiment que tout le monde peut être eux-mêmes, peuvent dire ce qu'ils ont besoin, qui peuvent vraiment nommer quand ils vivent une situation difficile sans avoir peur d'être jugés. Si quelqu'un considère qu'ils n'ont pas le bon coach pour eux, pour moi, il faut qu'ils le disent. S'ils le disent pas, là, je suis déçu plus que quand ils le disent. Si quelqu'un vit quelque chose de pas correct avec un autre entrepreneur, je veux qu'il le dise. Puis, c'est pas que je vais sacrer l'autre dehors au début. On va commencer par les forcer à discuter, parler, comme juste le dire les vraies choses, d'oser nommer les choses qu'on pense et qu'on pense que les autres comprennent sans les dire. Malheureusement, sans télépathie, c'est dur. Donc, d'essayer d'amener les gens à communiquer, puis les forcer à communiquer, oui, rapidement, on voit une différence. C'est juste moi qui dis ouvertement mes enjeux de santé mentale. Dans les heures qui suivent, le monde s'en parle eux-mêmes, entre eux autres, de ce qu'ils vivent en santé mentale. C'est quasiment instantané à chaque fois que je le fais. C'est que si quelque chose d'aussi banal que moi qui le dis cause ça, on voit que rapidement, il peut y avoir pas mal de changements très vite qui se fait. Normand? En fait, je pense que tu as, un peu répondu à la question, mais j'allais dire comment on fait pour s'entraîner en santé mentale. Les muscles, on va au gym, le cardio, on va courir dehors. Donc, ça, c'est peut-être une de mes questions. Puis l'autre qui est en lien avec cette question-là, on a compris que dans ton parcours, tu as trébuché, il y a eu des échecs. Où t'as puisé ta force pour te relever puis continuer. Donc, on s'entraîne comment, puis comment tu as fait pour te relever puis aller chercher la force que tu avais besoin pour la faire? Moi, j'ai été nageur quand j'étais jeune. J'avais des psychologues sportifs qui me suivaient. Moi, c'est ça qui m'a beaucoup aidé. Puis, autant la natation jusqu'à des championnats nationaux, j'ai pas fait ça tout seul. Là, j'apprenais pas la natation autant que la santé mentale tout seul. Fait que 15 ans, je suis impliqué en santé mentale, puis je pense que j'en ai encore pour le restant de ma vie pour apprendre ce que j'ai besoin d'apprendre. Je suis accompagné par un psychologue, par un psychiatre, par Relief. Jean-Rémy, le DG de Relief, est malheureusement pris avec moi à vie et probablement mon coach le plus important dans ma vie. C'est toujours quand quelque chose se passe chez moi, avant même que moi je le sais. Mais ça prend ça prend des experts qui t'aident là-dedans. Un peu comme au gym, tu sais, t'as pas besoin d'être coaché par un kiné ou un coach à vie, mais t'as besoin d'y aller une fois de temps en temps pour dire pourquoi je me suis blessé à l'épaule en faisant ce mouvement-là, puis qu'est-ce que je devrais faire différemment. Mais cet apprentissage-là psychologique, on l'a pas à l'école. Encore aujourd'hui, il n'y a pas de cours là-dessus à l'école, du primaire jusqu'à l'université. Il faut qu'on aille le chercher nous-mêmes en thérapie. Puis comme c'est dur de trouver de la thérapie, ben, il faut souvent lire sur le sujet. Le site de Relief, relief.ca, beaucoup d'informations là-dessus. On a plusieurs services gratuits et plusieurs organisations communautaires au Québec qui sont prêtes à aider là-dedans. Mais je dirais la première étape de comprendre et de travailler sur sa santé mentale, c'est simple, c'est d'apprendre à communiquer. Quand on va pas bien, d'être capable de le dire. Quand on voit qu'on n'est pas la bonne façon à aider quelqu'un, d'oser demander à la personne de dire comment tu voudrais qu'il t'aide. Le nombre de parents qui m'appellent en me disant mes enfants ont des enjeux en santé mentale, ils veulent pas me dire c'est quoi, puis je leur dis leur as-tu demandé? Puis la réponse est non, pourquoi? Ben c'est toi qui penses qu'ils ont des enjeux, c'est toi qui penses que c'est difficile. Mais tu sais, juste bâtir ce lien de communication-là, et juste pour exemple, je fais pas de la thérapie des parents, là, c'est toujours ma première question, on disait juste est-ce qu'il y a de la communication? Puis je leur donne des ressources ou je donne des trucs ou des gens à aller voir. Mais juste la communication, juste d'oser dire à la personne qu'est-ce que tu as besoin de moi, puis voici ce que j'ai besoin de toi et probablement 50% du chemin en santé mentale que tu peux faire dans une vie. Et quand tu le fais, les choses commencent à faire plus de sens parce que tranquillement, mais t'oses dire,
c'est pas facile en ce moment pour moi. J'ai une période un peu plus dure. Tu sais. Ma mère était très malade, condition génétique très, très dure que causée de la démence frontotemporale. J'ai la même condition génétique. C'est sûr à 100% que je vais développer la même maladie à un certain moment de ma vie. C'est sûr que j'ai eu des moments quand j'ai eu ce diagnostic-là que ça allait vraiment pas bien. Là. Puis j'ai eu des moments où que, quand ma mère est décédée l'été dernier, je n'étais pas là. Mais d'être capable de le dire, autant que des journées que j'allais bien, puis que le monde disait ah mais ça va-tu, t'es-tu correct? Je disais lâchez-moi, laissez-moi travailler, ça va bien aujourd'hui, que des journées où que je disais je m'excuse, you know what, j'y arrive pas. Comme j'ai besoin de prendre un step back, là, je n'y arrive pas, je suis pas dans le bon mindset. Mais quand on est capable de communiquer, il y a tellement d'autres choses qui commencent à faire du sens, puis notre santé mentale commence à aller mieux. Puis si on est un homme blanc, demandez aux femmes autour de vous qu'est-ce que vous faites qu'ils trouvent inacceptable. Puis même hommes blancs, hommes noirs, femmes blanches, femmes noires, tout le monde devrait le faire, mais les hommes blancs particulièrement, mon observation, on est très, très bon pour ignorer ce que les femmes et ce que les autres hommes nous demandent souvent. C'est oser poser des questions, oser leur demander, oser leur dire que vous voulez les entendre puis que vous voulez comprendre. Puis essayez pas de comprendre la réalité parce que j'ai essayé vraiment fort. J'ai vraiment essayé d'imaginer avoir une menstruation. J'y arrive pas. Je le sais que j'y arriverai jamais. Mais je peux comprendre ce qu'une femme me dit qu'elle vit. Je peux comprendre qu'est-ce qu'elle a dit, mais j'ai pas besoin de moi de m'improviser expert puis de dire, oh, moi, je comprends pas ça, les hormones, ça n'avait pas de sens pour moi. Non. C'est elle qui le vit. Fait que, écoute ce que la personne te dit, puis considère-là ta nouvelle réalité et non de toi t'imaginer l'expert en disant, oh, moi, j'ai compris ça, puis c'est réglé. Tu peux pas le comprendre si tu le vis pas. Mais c'est ce genre de concept-là qu'à un moment donné, autant en termes du succès d'entreprise que de la santé mentale, les choses vont de mieux en mieux. Et la deuxième question de Normand, je ne suis pas certain que tu l'as répondu exactement, Martin, mais comment tu as fait pour rebondir dans les moments justement où c'était difficile? Ça dépend. Honnêtement, c'est toujours de l'externe, c'est toujours quelqu'un d'autre qui était là pour moi au moment que j'en avais besoin. La manière que ça a fini, Intellytix, pour moi, n'a pas été le fun. Je me suis quasiment tué dans cette compagnie-là. J'ai perdu énormément de poids, j'étais plus bien, j'ai mangé une taux de lumière sur la tête, commission cérébrale grave, j'ai pris l'avion trop vite. Il y a pas de conneries que j'ai pas fait avec ma santé. Puis à la fin, à un moment donné, les médecins me disaient qu'il fallait que je lâche, je voulais survivre. J'avais 30 ans. C'était pas nécessairement le bon contexte. Puis pour moi, à ce moment-là, c'est un appel de Mario, qui était le gérant à ce moment-là de Grégory Charles, Mario Lefebvre, qui m'a parlé d'un nouveau concept de show que Grégory avait, qui m'a forcé, moi, tranquillement, à me revaloriser puis à réavancer parce que je mangeais une méchante claque personnelle le jour où j'ai décidé de lâcher ça parce que je suis passé d'être considéré un super-héros à être un nobody du jour au lendemain. Et t'as beau dire que t'as pas d'ego, t'en as toujours un puis ça rentre dedans pas à peu près. Cette fois-là, ça a été ça. D'autres fois, ça a été des conjoints, des amis, des différentes personnes qui ont tendu la main à un moment où que j'en avais besoin. Puis c'est ça qui m'a toujours donné la force de rebondir puis d'aller dans une autre direction. Martin, notre entrevue tire à sa fin. Déjà, je pense qu'on a débordé le temps qu'on t'avait demandé. Mais je veux te donner une tribune pour nous parler un peu de l'organisme Relief qui semble vraiment quelque chose qui te tient à cœur, puis que visiblement, on a besoin de ça, pas à peu près. Je peux te dire que dans notre domaine, nous autres, on le voit que la santé mentale va pas bien. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cet organisme-là, puis comme un peu un appel à l'action à ceux qui vont pas bien en ce moment, puis qui nous écoutent? Mais premièrement, si vous allez pas bien, osez demander de l'aide. Que ce soit avec Relief, honnêtement, l'offre publique s'améliore. C'est pas encore parfait. C'est loin d'être parfait, mais ça s'améliore. Il y a plein de régions au Québec que vous avez accès à des soins si vous le demandez. Il y a des guichets d'accès en santé mentale qui peuvent vous diriger vers des bonnes ressources. Qui sont pas parfaites, mais c'est mieux que de pas demander. Puis osez dire ce que vous vivez. Relief est disponible pour n'importe qui au Québec. Allez sur relief.ca, il y a de l'information, on peut parler, il y a différents services, autant pour les entreprises que pour les personnes. Donc, on a des services justement pour enseigner aux entrepreneurs, aux dirigeants. Ça veut dire quoi? Parler de santé mentale au travail, puis parler plus que juste l'anxiété CABC.
c'est comment que ça affecte la productivité. Comment tu fais pour mieux engager ton personnel? Comment tu fais pour réduire ton roulement de personnel? Tu sais, on est vraiment dans ces notions-là. Et de l'autre côté, pour n'importe qui en a besoin, on a des offres ponctuelles jusqu'à des accompagnements sur 20 semaines avec des rencontres aux 2 semaines sur des problématiques précises. Puis ce que Relief a fait, Relief existe depuis plus de 32 ans. On a changé de nom plusieurs fois. Ça a été Revive, ça a été l'Association québécoise des maniaco-dépressifs. C'était moins sexy comme nom. Guy Latraverse a été président de l'organisation pendant 22 ans avant moi. Puis organisation qui existe depuis plus de 32 ans maintenant. Mais l'innovation majeure, c'est l'autogestion. Le soutien à l'autogestion veut dire que je suis capable de m'outiller de connaissances pour mieux utiliser les experts autour de moi puis leur donner les outils qu'ils ont besoin pour m'aider. Puis on a énormément de trucs qu'on donne aux gens justement qui permettent de savoir quoi mettre dans ta vie maintenant pour avoir une différence. C'est quoi les changements que tu peux faire? C'est comment tu fais pour nommer les choses à ton entourage? C'est comment tu fais pour parler à certaines personnes ou ne pas parler à certaines personnes? Peut-être que ta famille n'est pas les bonnes personnes à qui parler de ce que tu vis. Peut-être tes amis ne sont pas, peut-être ton milieu de travail n'est pas. Il y a peut-être d'autres qui sont positifs, mais avec Relief peut aider là-dedans. Puis si vous voulez donner de l'argent à une cause, donner un relief, nous donner un imbriqué en santé mentale, parce que la santé mentale, depuis la COVID, la demande a fait ça et le financement a fait ça. C'est que l'argent n'existe plus en santé mentale. Les gouvernements investissent très peu. On parle de moins de 6-7% du budget de la santé qui est en santé mentale pour 25-30% des demandes. Donc, tu sais, c'est un domaine dans lequel il y a très, très peu d'argent. Puis, pour ça, à Relief, qu'est-ce qu'on fait aussi en entreprise? C'est quand on vend des services à des entreprises, ça finance les services qu'on donne à la population de l'autre côté. Donc, c'est aussi une façon de donner en ayant un impact parce que personnellement, je ne crois plus dans la philanthropie traditionnelle. Je crois vraiment plus de vendre des services qui donnent un revenu qui permet de faire autre chose. Mais ça, je pense que c'est le côté entrepreneur de moi qui ressent. Et Martin, écoute, tu as juste 41 ans. Tu restes encore beaucoup de chemin à parcourir par en avant. Si on se projette un peu dans le futur, quelle est l'empreinte que tu aimerais laisser dans le tissu économique et social du Québec? Ben, c'est sûr que mon rêve a toujours, depuis très longtemps, été de dire que au travail, en affaires, que la santé mentale soit aussi importante que la santé financière, parce que réellement, jusqu'à temps qu'on ait des robots qui prennent nos compagnies, c'est des humains qui y travaillent. Et les humains ont une santé mentale et une santé physique. Si on priorise pas la santé mentale et physique de nos employés et de nous-mêmes comme dirigeants, ce qui arrive, c'est que la santé financière va moins bien. Pour moi, si on est capable d'amener cette compréhension-là à toutes les entreprises du Québec, c'est sûr que pour moi, ça serait un des plus grands rêves que je pourrais atteindre. Bon, on espère de pouvoir contribuer à ce rêve-là, Martin. Mais merci de l'invitation. Normand, est-ce que tu as une question de la fin ou un mot de la fin pour nous? Ben, peut-être plus un mot de la fin. Merci, Martin, d'une part, puis d'autre part, j'ai écrit quelques mots-clés ici, là. C'est de démontrer de la vulnérabilité, c'est peut-être la plus grande force qu'on a. Continuer de s'éduquer, d'innover, de bien s'entourer, de communiquer, puis de laisser les masques et les tabous au vestiaire. Donc, ça, c'est des combinaisons gagnantes, pas du 6,49, mais d'une richesse personnelle, puis de pouvoir transmettre cette richesse-là aussi dans nos entourages. Donc, merci beaucoup, Martin, pour ton témoignage, puis ta grande ouverture, puis ton authenticité pour notre podcast aujourd'hui. Un grand merci, Martin. Au plaisir de se rencontrer en personne, un de ces quatre, je l'espère. Vraiment, mais merci beaucoup de l'invitation. Coupé!